Alors, nous allons procéder maintenant à la présentation des différents services de soutien à domicile. Une présentation des plus récentes données sur les services rendus à la population lanaudoise. Et pour ce faire, nous aurons M. Éric Matteau, directeur du programme de soutien à domicile, services gériatriques et post-hospitaliers. Moi, les accrocher. Éric Vallée, Monsieur Éric Vallée, pardon, coordonnateur clinico-administratif du soutien à domicile, 2 directions du Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière. Alors, bonjour tout le monde. Simplement corriger un élément, la même direction. Donc, la direction soutien à l'autonomie des personnes âgées, volet soutien à domicile, services gériatriques et post-hospitaliers. C'est un petit peu long, mais je vais vous aider à comprendre un petit peu comment on est organisé. Je ne veux pas vous enquiquiner avec la structure ou la pandémie outre mesure, mais je pense que c'est important de s'y arrêter un peu pour voir ce qu'on a vécu dans les dernières années. Monsieur Vallée va vous présenter notre offre de service en soutien à domicile, puis on va se permettre dans les dernières minutes peut-être de présenter quelques perspectives d'avenir. Je trouve ça très intéressant d'échanger sur notre vision des services à domicile. Madame Yvon, j'ai beaucoup apprécié votre présentation, votre partage de cette vision-là. J'ai entendu parler un petit peu aussi de la présentation de M. Voyer, monsieur que je connais quand même un peu, avec qui j'ai échangé à quelques occasions. On a partagé nos visions et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de points communs quant à la vision. Maintenant, les moyens pour s'y rendre, bien, on va vous expliquer un petit peu comment on compte les déployer dans les prochaines années. Et pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment on est organisé au CIS de Lanaudière, puisque il y a quelques années, je serais venu vous rencontrer en tant que directeur SAPA, responsable du volet hébergement, mais également du soutien à domicile, des services gériatriques spécialisés, donc les cliniques ambulatoires de gériatrie, également les centres de récupération fonctionnelle. Pendant la pandémie, dans le fond, depuis 2 ans, moi, j'occupais cette fonction-là de directeur qui avait également l'hébergement sous sa gouverne. Mais pendant la pandémie, plusieurs organisations au Québec ont choisi de travailler avec 2 directions séparées. Une direction du volet hébergement et une autre direction du volet soutien à l'autonomie des personnes âgées, qui comprend les secteurs que je vous ai énumérés, donc soutien à domicile, les unités de récupération fonctionnelle, les ressources intermédiaires, ainsi que les cliniques ambulatoires de gériatrie. Donc, cette pandémie-là nous a amené à voir les choses autrement. C'est une période où on a dû apprendre à vivre un épisode qui est sans précédent dans nos organisations au Québec. Se réorganiser quasi quotidiennement, faire face à de nouveaux défis, je dois dire quasi quotidiennement. C'est une période anxiogène un peu, qui testait notre capacité à faire face à l'ambiguïté, des directives qui venaient au fur et à mesure, auxquelles on devait s'ajuster, des partenariats qu'on devait garder vivants au travers de tout ça, et dans le fond, des directives adaptées à différents milieux qu'on devait coordonner en simultané. Ça a demandé de grands efforts, c'était anxiogène. En même temps, ça a démontré toute notre solidarité, notre capacité de démontrer que quand on travaille ensemble, on peut traverser des épreuves importantes et réaliser de grandes choses. Donc, c'est le beau côté, solidarité, travail d'équipe, en même temps, des impacts. On a dû se concentrer sur de nouvelles offres de services, de nouvelles façons de faire. On a mis en place des équipes de dépistage COVID, des équipes d'intervention rapide dans les milieux de vie, dans les résidences privées pour aînés, quand il y avait des éclosions, de la prévention du déconditionnement. Donc, différents services qui n'étaient pas nécessairement existants ou déployés de la même façon là, avant la pandémie, qu'on a dû mettre en place rapidement. Malheureusement, c'est sûr qu'en concentrant nos efforts sur la gestion de la COVID, ça a mis plusieurs
plusieurs chantiers en veilleuse, puis ça a affecté notre offre de service. Les différentes directives ont limité l'accès à certains plateaux techniques, certains milieux, les centres de jour qui ont une importance tellement grande dans notre offre de service en termes de maintien des acquis, en termes de répit. On n'a pas pu maintenir cette offre de service-là du tout dans la première vague. Graduellement, on a commencé à reprendre, mais on n'est pas encore à notre vitesse de croisière. On n'est pas à 100% de l'offre de service à ce niveau-là. Donc, on va vous présenter une offre de service, on va vous présenter des résultats, on va vous présenter une vision de l'avenir, mais je dois vous dire qu'on n'est malheureusement pas... on est encore en gestion de la pandémie. On a une espèce de plateau qui doit nous garder vigilants, actifs, proactifs là, pour gérer et prévenir les éclosions. Mais c'est une période où on n'a pas réussi encore à reprendre notre vitesse de croisière, reprendre nos activités. Vous savez, avant que la pandémie arrive en 2019, on était fiers, on était en mesure pour toute clientèle, peu importe l'urgence, toute clientèle qui s'adressait au soutien à domicile dans la Naudière avait une intervention, une visite d'évaluation dans la semaine. Et on avait réussi à atteindre ce niveau-là. Malheureusement, on n'est évidemment plus à ce niveau-là, mais c'est un niveau qu'on va chercher, on va essayer de regagner rapidement parce que quand on est rapide d'intervention comme ça, quand on est actif à ce point, bien, c'est là qu'on gagne notre efficacité. L'accès est là, on peut intervenir rapidement et puis on peut aider les gens à rester à domicile. C'est notre mission, le soutien à domicile. Donc, on entend bien le souhait des gens, c'est vieillir à domicile. Bien, c'est certain que nous, on souhaite accompagner, on souhaite soutenir, puis on souhaite revenir à un niveau d'efficacité là, qu'on a connu, qui malheureusement n'est pas le cas au moment où on se parle, mais on tend à reprendre là, le temps perdu. Puis, c'est certain que dans les dernières années, il y a eu des investissements importants. Pour nous, c'est fort intéressant pour essayer de rejoindre plus de personnes, donner plus de services. En même temps, les ressources sont difficiles à amener sur le terrain dans nos équipes. Le recrutement est en continu. Ce qui nous force cependant à développer d'autres façons de faire, des partenariats. On a parlé des ESAT, des entreprises d'économie sociale, dont notre coop de Joliette avec qui on est partenaire. Donc, on travaille avec ces gens-là pour essayer de donner des services, utiliser les dispensateurs de services dans les milieux de vie. Donc, à domicile, c'est les coops. Dans les résidences privées pour aînés, on va travailler avec le personnel en place. On va mettre en différentes offres de services, différents plans d'intervention, plans d'action ensemble pour soutenir les personnes et permettre le maintien dans le milieu. Je vais céder la place à mon collègue, M. Vallée, qui va vous présenter notre offre de service, puis on pourra revenir là, sur la fin, là, sur des perspectives d'avenir et ce qui nous attend là, dans les prochains mois. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je vais juste faire un test technique. Donc, c'est ça. Donc, le soutien à domicile pour la région de la Naudière, notre mandat, c'est vraiment d'offrir des services de santé pour l'ensemble de la première ligne. Qui dit première ligne dit communauté. Donc, on s'associe avec les différents acteurs, comme par exemple les GMF, c'est ça. Notre offre de service est préventif, curatif, de réadaptation, soutien pour une clientèle ayant des besoins à long terme. Notre service se donne dans le domicile. Quand on dit domicile, c'est tout type de domicile. Donc, ça peut être dans un bloc appartement, dans une résidence privée, dans une résidence privée pour aînés, donc une RPA. La RPA est un de nos partenaires avec lequel on travaille régulièrement. Qui sont les clients du soutien à domicile? Bien, peu importe l'âge, peu importe le profil, ça marche, oui, c'est bon. Peu importe l'âge, peu importe le profil des services court terme ou long terme, tout le monde a accès au soutien à domicile, dépendant de certains critères, bien sûr. Les clients avec une incapacité temporaire ou persistante peuvent recevoir des soins physiques, psychiques
ou psychosociaux à partir de leur domicile. Et dans le fond, la totalité des services requis qu'ils vont recevoir vont être faits par les équipes du SAD. On donne un exemple, par exemple, une personne de 80 ans qui vit à domicile, seule, en bonne forme physique. Est-ce qu'elle doit ou elle peut avoir nécessairement besoin du soutien à domicile? La réponse est non. Le soutien à domicile va venir supporter, aider les gens qui ont une lacune ou qui ont une évaluation ou une perte de mobilité. Donc, c'est sûr que le soutien à domicile va venir pallier suite à une évaluation au milieu et va venir aussi pallier va venir évaluer la lacune de la personne et on va venir pallier cette lacune-là ou cette difficulté-là. Les critères. Les clients et les proches aidants acceptent de participer au processus décisionnel. C'est un des critères. Donc, pour pouvoir avoir accès au soutien à domicile, il faut vouloir participer à l'exercice et au service. Le client est confiné dans son domicile. Quand on disait tantôt, la personne de 80 ans qui est mobile, qui peut se déplacer, elle n'est pas confinée dans son domicile. Donc, on va vraiment aller vers une clientèle qui est confinée à domicile. Le domicile doit être jugé sécuritaire. Souvent, c'est arrivé des fois qu'on n'a pas pu rentrer par insalubrité ou par une structure qui était endommagée. Et le client couvre pour un client qui serait couvert par un autre régime public. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une prestation de la SAC suite à un accident, le soutien à domicile va venir donner un soin, mais qui n'est pas couvert par une autre assurance. Donc, ce sont les critères d'admissibilité au SAD. Les services offerts au soutien à domicile sont des services d'une équipe interdisciplinaire. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons plusieurs intervenants de différents types d'emplois. On va avoir, par exemple, des inhalothérapeutes, des psychosociaux, donc travailleurs sociaux, techniciens en travail social. On va avoir aussi de la réadaptation, donc techniciens en réadaptation physique, des physiothérapeutes. Nous allons avoir des AS, des auxiliaires, un peu les préposés du SAD. Et on va avoir, bien sûr, des infirmières auxiliaires. Notre clientèle a accès à ces professionnels-là 24 heures sur 24. Nous, dans le fond, on s'adapte aux besoins de la clientèle. Et quand on dit 24/7, ça peut se faire autant via une ligne dédiée où les usagers peuvent appeler 24 heures sur 24 et avoir accès à une infirmière qui peut se déplacer éventuellement s'il y a urgence ou précipiter une visite le lendemain matin, dépendamment du besoin de la personne. Les usagers, dans le fond, la mission du SAD, c'est de faire avec l'usager. Ce que ça veut dire faire avec l'usager, c'est de lui laisser son autonomie au maximum et de faire avec lui et non pas de faire pour lui. C'est vraiment un travail d'équipe. L'accent est mis sur l'obtention des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on veut avec notre client? Qu'est-ce que l'usager désire? L'intervention est axée sur la capacité, la résilience du client. Et c'est centré sur la personne. Les services sont adaptés à l'individu au travers d'un plan d'intervention auquel participe l'usager. Et bien sûr, l'interdisciplinarité veut qu'on fasse une coordination des services ensemble. Donc, ça veut dire concrètement que même si l'intervenant pivot peut être, par exemple, un physio ou une infirmière, l'équipe va tous se parler ensemble pour s'assurer que on ait l'opinion de tout le monde dans l'élaboration du plan pour l'usager. Sur le territoire, le SAD est divisé par les MRC. C'est 11 équipes interdisciplinaires dans les 6 MRC de la Naudière. Les plus grosses MRC, comme celle de Joliette ou celle de l'Assomption des Moulins, ont plus qu'une équipe pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. C'est également 2 équipes de soins spécialisés, donc du soutien spécialisé. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les équipes ont des missions spécifiques, comme par exemple le support aux soins palliatifs à domicile,
ou tantôt, M. Voyer le disait, tout ce qui était soutien à Alzheimer, c'est maintenant dans les équipes de soutien spécialisées. L'hébergement public dans la Naudière, ça ressemble à 1164 places en CHSLD public, 646 places en CHSLD privé conventionné, 882 places en ressources intermédiaires et tout près de 8000 places en RPA, donc en résidence pour personnes aînées. Les usagers du SAD, 7964 usagers sont en service long terme, dont 6117 sont plus de 65 ans. C'est près de 12 000 usagers en suivi court terme. Et au total, plus de 20 000 usagers lanaudois reçoivent des services du soutien à domicile. C'est beaucoup de personnes. Et comme le disait tantôt M. Voyer, il y a de grands défis au SAD. Les défis, entre autres, de développement, vieillissement de la population. Dans ce qu'on nous sommes en train de développer, c'est, comme le disait M. Voyer, le soutien aux personnes Alzheimer, et j'aimerais, moi, appeler ça plus le soutien aux maladies cognitives, parce qu'il n'y a pas juste une forme de maladie cognitive. Donc, dans le jargon, on les appelle les TNCM. Nous avons déployé cette année, et nous sommes en train de déployer une bonification de l'offre de services qui était déjà en place. Et on travaille conjointement avec les GMF. Notre objectif, c'est de travailler conjointement avec les médecins en GMF pour favoriser la prise en charge précoce dès l'apparition des symptômes, qu'on ait déjà des experts, qu'on ait déjà une vision de où on veut s'en aller. On a ajouté à ça les troubles SCPD, donc les symptômes, les gens qui ont des symptômes plus graves de la maladie cognitive, qui souvent amènent des problèmes de comportement majeurs. On a bonifié nos services de 2 équipes. Des équipes qui sont constituées de professionnels spécialisés dans la gestion des comportements qui vont pouvoir aller dans les domiciles, évaluer si le milieu correspond, qu'est-ce qu'on peut modifier dans le milieu. Ça, c'est la vision qu'on a pour bonifier cette offre-là. On a également parti de 2 équipes de ce qu'on appelle du SIAD. Donc, c'est du suivi d'intensité à domicile avec des médecins. Donc, comme disait M. Voyer tantôt, la simple pilule que le médecin, on n'est pas capable de rejoindre, qui nécessite une infirmière, un transfert à l'urgence. On a maintenant 2 équipes de soutien à domicile qui incluent des médecins, avec lesquels sont disponibles 24/7 pour répondre aux urgences. Ça fait en sorte qu'on prévient des hospitalisations, qu'on prévient des visites à l'urgence et qu'on intensifie le suivi médical à partir du domicile pour les clientèles qui ne peuvent pas sortir de la maison. On est également, vous l'avez vu tantôt, hein, le défi de l'informatisation est important. On n'est pas rendu où on parle pour nous dire si on peut ou pas aller à domicile, je vous dis tout de suite, là. Mais notre défi, c'est d'informatiser le travail du personnel en soins infirmiers. On est exactement là-dedans au moment où on se parle. L'idée, c'est de justement aller dans la même tranche, d'être capable de mieux optimiser les visites régulières des infirmières, de se présenter ou non selon les suivis et d'être capable de faire en sorte que notre pénurie de personnel ait moins d'impact sur les services qu'on donne à la population. Et ça passe par, comme M. Voyer l'a très bien démontré, passe par une informatisation du soutien à domicile. On ne travaille pas seul, on travaille aussi avec différents partenaires. Des ententes, 59 résidences pour personnes âgées, pour personnes aînées, excusez-moi. On a plus de 644 usagers desservis à l'intérieur même ou pour lesquels on utilise le personnel des RPA pour donner des services aux usagers. C'est près de 580 usagers aussi qui ont droit à un chèque emploi-service, donc qui embauchent leur propre personnel pour être capable d'avoir les services, dont 330 qui sont âgés de 65 ans et plus. Et bien sûr, nos ESAD qui sont présents comme partenaires de services qui nous permettent de bonifier notre offre de services. J'arrive aux questions. On vous a quand même donné quelques petites perspectives sur l'avenir. On a parlé de technologie un peu. C'est clair qu'on n'est pas...
on a comme vision d'utiliser la technologie de plus en plus dans l'avenir. Ce qu'on a déjà en place, c'est des fois des téléconsultations qui ont commencé dans les derniers mois. On a vu pendant la COVID, un des effets positifs, ça a été d'aller plus rapidement là, dans certains outils, développement de certains outils, dont la téléconsultation. Donc, Monsieur Vallée vous parlait d'intervention médicale possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous parlez d'intervention d'intervention accrue là, dans les domiciles. Bien, ça fait appel des fois à de la technologie. On a aussi déployé dans nos équipements différents systèmes d'appel d'urgence. Donc, pour nous rejoindre là, en cas d'urgence. Fait que la technologie commence, mais on est effectivement pas mal en retard là, par rapport à ce qui est disponible sur le marché, ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Malheureusement, on a encore des fax. Malheureusement, on a encore des fax. Mais on est quand même à l'affût là, des nouvelles technologies, puis on a quand même une vision de développer cette utilisation-là. On a également une vision, oui, on a reçu et on reçoit des investissements en soutien à domicile. Vous savez, on était une des régions, sinon la région la plus pauvre au Québec en soutien à domicile il y a pas si longtemps, il y a quelques années. Les investissements nous permettent d'améliorer notre offre de service, mais évidemment, on ne pourra pas y arriver seul. Donc, on développe de plus en plus des partenariats avec les organismes de la communauté. Je vois David qui est ici, là, la coop, on est un partenaire depuis plusieurs années, puis on va travailler ensemble dans les prochaines années là, à essayer de maintenir cette offre de service-là. M. Vallée vous a parlé également de toutes les ententes avec les résidences pour aînés. Donc, notre vision, c'est vraiment de travailler en commun pour augmenter l'offre de service, rejoindre plus de gens, être présent précocement. On parlait de la maladie d'Alzheimer. Trop souvent, le soutien à domicile, dans les dernières années, fait juste éteindre des feux. Quand on arrive au bout, là, quand le proche aidant n'est plus capable, bien là, on t'appelle en renfort, mais il est souvent trop tard. Donc, en partant au début de la maladie, avec les GMF, en connaissant les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, peut-être qu'on va être un peu plus proactif, puis dès les premiers signes, pouvoir intervenir. Envoyer des gens qui sont spécialistes du milieu, faire des plans d'action, des plans d'intervention avec les familles, avec le milieu de vie de la personne pour trouver des stratégies pour éviter les comportements perturbateurs, puis essayer de mieux soutenir de cette façon-là. Donc, on a des visions qui se rapprochent par rapport à celles de M. Voyer, par rapport à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Puis graduellement, bien, on compte bien essayer d'y arriver, de se rapprocher d'une vision idéale de nos capacités de maintien à domicile. Puis on compte sur l'ensemble de la communauté lanaudoise là, pour travailler avec nous pour y arriver. Sur ça, je ne sais pas si vous aviez des questions là, pour moi ou M. Vallée. Bonjour, Louise Baudry, présidente de la QDR section Brandon, qui couvre la MRC d'Autré, la partie nord de Matawini, qu'on partage avec la QDR de la Waro-Chersey, et puis une partie de Joliette aussi nord avec la QDR de l'Assomption. Tantôt, j'étais un petit peu déboussolée de la présentation de M. Voyer, mais la voix, elle vient complètement de m'écraser par terre. Je vous dirais que pour avoir travaillé longtemps dans le milieu communautaire, j'étais habile avec les sigles, mais là, je trouve qu'on a vraiment une saturation de sigles, etc. Et que si moi, comme membre de la QDH, je suis perdu, j'imagine que la population qui essaie d'avoir des services sont perdus. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez remédier à ça, là, mais c'est difficile. La notion de domicile à la QDR Brandon, plus de 80% de nos membres sont en résidence chez eux, dans des maisons. Ils ne sont pas en RPA. On parle beaucoup de RPA, je n'ai rien contre les RPA, mais quand on parle de domicile aussi, on parle de personnes seules, souvent des femmes qui sont chez elles et qui ont besoin de services. Avec l'approche populationnelle, ça veut dire que c'est pas parce que tu es dans le fin fond d'un rang de la Côte-Azamit à Saint-Didas que tu n'es pas une personne en situation d'aide qui est aussi importante que si tu vis à Mascouche ou Terrebonne ou quoi que ce soit. Alors, il y a cette dimension-là. Il y a aussi l'approche pan-territoire des services de nos CLSC qui fait en sorte que la constatation qu'on en fait à la QDR, c'est que les gens sont très volontaires, très compétents quand on réussit à avoir le personnel du réseau, mais comme ils sont appelés à travailler pan-territoire, dans une même journée, courir des fois 50 km pour donner 2 services à différentes places, nous, on pense que le service est un peu dépersonnalisé. Pas parce que la personne n'est pas compétente, mais parce que si elle ne vit pas dans le milieu, puis si elle ne se concentre pas sur un territoire X,
c'est difficile d'assurer le suivi. Là. Alors, c'est une observation que j'avais. Il y a aussi le fait que certaines décisions font en sorte que les services à domicile ont des impacts sur notre situation comme organisme communautaire. On est des partenaires et on a encore la prétention de dire qu'on est des partenaires du réseau. Puis je pense que le travail, on l'a assez dit depuis ce matin, le travail qu'on fait est important. Mais parfois, on a l'impression que des décisions que le réseau prend ont des impacts même financiers. Je vous dirais qu'à la QDR Brandon, pour certaines places de territoire, on a développé de l'accompagnement médical pour des services là, à Joliette. Et il y a une année, j'étais trésorière de l'organisme, ça a représenté le quart de notre budget qu'on a dû allouer pour des services de décision. Alors, on en a déjà parlé à votre ancien directeur, M. Castonguay, mais comment on fait pour assurer que des services soient, je n'ai pas le qualificatif pour le dire, mais soient adaptés, puis qu'on permet à toute personne, peu importe le milieu où elle vit, qu'elle a droit aussi à des services. Il me semble en tout cas que la centralisation de certains, je vous donnerai un exemple. On veut louer une salle au CLSC Brandon. Il y a plus d'un temps, il fallait appeler à Joliette pour savoir s'il avait une salle de disponible au CLSC Brandon. Alors que la fille, Ève, au 4e étage, elle savait. Il y a toutes des choses comme ça qui fait que c'est des irritants. Ce n'est pas des reproches que je vous fais, là, mais je vous donne des constatations de notre vécu. Faire en sorte que, pourquoi ne pas redonner, on parle de pourquoi ne pas redonner au CLSC la porte d'entrée? Il y a une bâtisse à Saint-Gabriel, exemple. Il y a une bâtisse où ça existe. Puis comment ça se fait qu'on plume, l'expression, là, on plume les services dans les régions. Puis c'est un peu négatif ce que je vous dis, là, mais c'est ce qu'on constate, puis c'est ce que le monde nous appelle. Puis la pandémie, elle n'a rien arrangé. Rien du tout arrangé. Au contraire, je vous dis. On a même aggravé. Oui. Alors, c'était des commentaires. À la QDR, on parle de décentralisation de services. On parle de repersonnaliser, de repersonnifier les services dans les milieux pour que les gens ils se reconnaissent. Quand une personne aînée de 92 ans a un service à domicile, mais qu'à chaque fois, c'est jamais la même personne, comment vous voulez qu'elle fasse confiance puis qu'elle assure le service? Parce que c'est le fun de le donner le service, mais il faut aussi qu'il réponde aux besoins. Alors, je m'excuse de cette longue introduction, mais c'était la situation que nous, on a constatée à la QDR. Je ne le prends pas personnel, puis il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de sujets dans votre propos. Puis dans certains points, je suis entièrement d'accord avec vous. J'oserais dire, vous prêchez un converti, décentraliser des décisions dans la communauté. Je vais être un partisan avec vous. Maintenant, c'est certain que dans les dernières années, on a travaillé fort à essayer de rejoindre quand même mieux soutenir nos milieux éloignés et à favoriser une plus grande présence et une gestion de proximité sur le territoire. Je vous explique, par exemple, en Matawini, 2 points de service relativement éloignés, un à Chersey, un à Saint-Jean-de-Mata, un seul chef qui couvrait l'ensemble des 2 CLSC. Bien, on a mis un chef additionnel, puis on a créé deux équipes territoriales. On a essayé de travailler également, dans les dernières années, une approche en bulle, c'est-à-dire non seulement il y a un CLSC, mais à l'intérieur même du CLSC, on essayait de diviser nos équipes de professionnels en quartiers, en communautés, plus proches encore. Donc peut-être dans un CLSC, il pouvait y avoir 3, 4 bulles, 4 équipes qui travaillent ensemble pour que ce soit toujours le même travailleur social avec la même infirmière. Puis la vision était aussi de nous permettre d'éviter aussi de placer quelqu'un en attente pour un service urgent pendant 2 ans, alors qu'une petite intervention rapide pouvait peut-être amener beaucoup de réconfort et soutenir. Fait qu'en travaillant en bulle comme ça, des fois, ben, l'infirmière qui est toujours habituée de travailler avec la même travailleuse sociale peut dire « Écoute, j'ai un dossier particulier, peux-tu m'aider? Y a-tu un conseil que tu peux me donner? » Des fois, juste un conseil fait le travail. Des fois, elle va dire « Ben, je vais y aller rapidement, je vais te régler ça, puis on va passer à autre chose. » C'était la vision, c'était la volonté et on avançait là-dedans. Malheureusement, je m'en sers un peu comme excuse, mais la COVID demeure une réalité qui a chamboulé toute notre organisation de services. On était dans un grand chantier en aide à domicile pour essayer de stabiliser nos ressources parce qu'on est bien conscient, puis on l'a vu dans les sondages qu'on a fait dans la communauté auprès de nos usagers, que c'était un défi, ça, d'avoir plusieurs intervenants qui rentrent dans la maison puis qui dispensent les services, que ça change tout le temps. Il y a des choses qu'on peut
difficilement contrôlé. Je veux dire, une employée qui est absente, on doit bien la remplacer. Une qui part en maternité, il faut changer l'intervenant. Mais entre être optimal à limiter le nombre de personnes, puis ce qu'on vivait, il y avait quand même un écart mesurable, puis il y avait quand même un écart qu'on devait corriger. On avait entrepris le chantier, malheureusement, la COVID ne fait qu'exacerber cette situation-là parce que des fois, on a dû retirer en urgence du personnel qui était soupçonné d'être contaminé. On a dû délester du personnel pour aller donner des services dans d'autres secteurs. Ça a créé énormément d'instabilité dans notre gestion quotidienne des activités. Mais je peux vous garantir qu'on vise à reprendre ces chantiers-là puis à essayer de s'améliorer. Donc, gestion de proximité, dispensation de services à proximité par des équipes à dimension humaine, des équipes qui sont capables de se parler entre eux puis de partager ensemble. Tu sais, la responsabilité populationnelle, on peut la voir comme le CIS s'occupe de toute la population lanaudoise, mais on peut aussi la voir comme une petite équipe qui s'occupe d'un quartier puis des gens qui y vivent. Puis c'est vraiment notre vision d'aller jusque-là, d'aller créer des petites équipes qui prennent à charge leur portion de la population puis qui sont leur équipe. Bonjour, M. Matteau. Yvon Labbé du Comité des usagers du sud de Lanaudière. En fait, je suis content de ce que vous venez de dire comme réponse, là. Effectivement, la proximité, c'est quelque chose d'important. Et puis, d'aller par quartier un peu, moi, c'était les élections cette année municipales et une des conseillères qui se présentait, c'est justement une discussion qu'on a eue avec elle. Comment aussi, comme au niveau de la municipalité, on peut par quartier développer des services de soutien aussi avec les municipalités aussi, là. Donc, inclure un peu la participation des usagers, la participation des citoyens à la planification des services. Moi, je veux savoir un peu comment se fait la planification des services soins à domicile. Est-ce que c'est uniquement parce que c'est un budget du ministère qui descend et puis bang, c'est juste avec l'argent qu'on se réorganise comme ça d'une année à l'autre, ou s'il y a une certaine discussion ou une certaine orientation basée sur une consultation citoyenne qui pourrait amener, en fait, une planification de services plus diversifiée, plus à proximité des gens. En fait, comment l'opinion des citoyens est-elle prise en considération dans une planification de services, surtout quand on voit que dans les régions de Lanaudière, on va avoir une augmentation considérable de population qui va avoir besoin de ces services-là. C'est certain qu'il n'y a pas une consultation élargie à chaque fois qu'il y a des budgets, mais la consultation se fait selon différentes plateformes. Vous savez, on a participé ensemble à un sondage chez nos usagers. Donc, on utilise la rétroaction qu'on a dans le sondage pour voir ce qui est à améliorer, ce qui est à corriger. Également, actuellement, il y a de la concertation là, pour le répit aux proches aidants. Donc, on regarde ensemble avec les organismes qui dispensent cette offre de service-là de soutien, d'information et de répit aux proches aidants, comment on peut travailler ensemble. Je vous dirais que cette concertation-là, dans les 2 dernières années, elle est à peu près inexistante. Là, je m'en confesse. Mais la gestion de la pandémie a pris assurément presque toute la place, hormis quelques rencontres par Teams ou Zoom là, qu'on a réussi à faire là, pour un petit peu se mettre à jour de part et d'autre là, dans nos travaux respectifs. On a un peu mis tout ça en veilleuse. Donc, j'ai bon espoir là, que si la pandémie peut laisser place aux activités un peu plus courantes, qu'on va pouvoir reprendre les travaux d'échange et de concertation. Moi, je ne les suis pas directement. Peut-être qu'Éric, si tu veux intervenir au niveau de la consultation des organisations pour la prochaine danse, juste voir qu'on a quand même espoir là, de développer en partenariat certains projets. Là. La consultation avec Bernard. Ah, OK. Oui. Bon. Je sais pas où tu t'en allais. ça va pas bien. Effectivement, il y a 2 volets. Dans votre question, si vous demandez est-ce qu'on tient compte, bien, c'est sûr qu'on a divisé le territoire en MRC, mais aussi on tient compte que le Nord est différent du Sud. On ne traite pas la clientèle n'est pas la même, le territoire n'est pas la même. Tantôt, on parlait de 50 km. Bien, 50 km à Joliette, c'est loin. Tandis que 50 km
dans la Matawini, le chemin des 7 chutes, c'est très long. De la même façon, où la 640, même si on fait 4 km, des fois, ça prend 1 heure. T'sais. Fait que c'est sûr qu'on tient compte des réseaux locaux de services. Que je veux dire, réseau local de services, je vais faire attention. C'est le nord et le sud. Donc, ça, c'est la première des choses. Il y a des études. Tantôt, vous avez une présentation aussi de la santé publique. Les études épidémiologiques viennent nous aider aussi. On n'a pas la même clientèle au nord qu'au sud. Les banlieues n'ont pas la même population que, par exemple, les régions du nord. Donc, on tient tout compte de ça avant aussi de faire des investissements. Puis aussi, on tient compte des besoins. L'approche populationnelle, on a un chargé de projet qui travaille avec nous qui a recommencé les consultations, entre autres, à l'intérieur de nos équipes pour voir un peu aussi c'est quoi le son de cloche qu'on a d'une équipe à l'autre parce qu'ils sont quand même sur le terrain. Donc, l'idée, c'était aussi la décentralisation passe par écouter le plancher. Donc, c'est eux qui sont aussi nos indicateurs en termes de besoins. Puis, les investissements aussi, on tient compte de ces informations-là du plancher pour distribuer les investissements. Donc, on tient compte de la population, de la démographie, on tient compte aussi des réalités locales et on tient compte aussi du plancher. Oui, la COVID nous a pas permis de nous rendre jusqu'aux citoyens, mais au moins, on s'est rendu jusqu'à nos employés qui sont très riches en informations qu'on est capable d'aller chercher. Donc. Puis, juste avant la prochaine question, j'oubliais un élément majeur de moyens de consultation qu'on a utilisé, c'est les forums populationnels. Avant que la COVID frappe, j'ai accompagné notre PDG dans à peu près tous les forums populationnels. On a pris bonne note de tous les commentaires des gens qui étaient présents. Moi, je vous invite, quand on les tient, ces forums-là, à y être présents parce que ce qui est dit là est bien noté et bien analysé par la suite et utilisé. Je peux vous donner un exemple bien simple. Là. À Saint-Donat, on a ouvert un poste de nutritionniste carrément suite au forum populationnel et aux rencontres qui ont eu lieu dans ces milieux-là. Fait que c'est des plateformes de consultation qui sont fort utiles pour nous et pour la population en général là, qu'on peut utiliser pour... mais effectivement, quartier par quartier, il n'y a pas nécessairement actuellement là, de modalité qui permet d'aller consulter la population à proximité. Zoom. En fait, j'aurais 2 questions. Est-ce que j'ai le temps pour les 2 questions? On a Pierre et Sylvain qui demandent si vous aviez pour un instant le pouvoir de décider des mesures à adopter pour améliorer l'offre de services à domicile. Quelle serait la première mesure que vous metteriez de l'avant? C'est une excellente question. Je suis assez? Vas-y. Ben, tantôt, M. Voyer a fait référence à beaucoup d'options. Il aurait fait référence à aussi beaucoup de difficultés vécues et des enjeux pour se rendre. Il y a beaucoup à aller retirer dans ce qu'il y a. Une des options qu'il y a à faire, c'est le partenariat, à mon avis. Je pense que si on travaille ensemble, honnêtement, si j'avais le pouvoir, je pense que ce serait d'être capable de le plus possible favoriser le travail ensemble. On a commencé avec, exemple, les RPA, on le fait avec les coops, mais je pense qu'il y a plus à aller chercher encore. Moi, ça serait une des choses. Puis si on était capable de se débarrasser du COVID pour reprendre du travail qui nous permettrait d'aller en avant et de continuer les travaux où on était rendu, certainement, ça serait mon premier souhait. Fait que dans l'ordre, me débarrasser du COVID, puis dans le deuxième ordre, travailler ensemble. De Mme Renée Desjardins, qui est à la lutte à la maltraitance de la Naudière. Pour Éric Matteau, dans la MRC Autré, il y a un manque de médecins. Les groupes communautaires reçoivent de plus en plus d'aînés qui ne peuvent renouveler leurs médicaments parce qu'ils n'ont plus de médecins. C'est aussi le cas dans certaines autres MRC. Que va faire le CIS pour aider les aînés qui sont dans ces situations-là? C'est une excellente question qui relève un peu moins de ma gouverne, cependant. Mais je peux vous dire que quand on a vent de notre côté de nos usagers qui ont des défis de ce côté-là, bien, on fait les liens avec le guichet d'accès à un médecin de famille. C'est certain qu'il y a des travaux généraux qui se font au niveau de notre direction des services professionnels aussi pour améliorer l'offre de services médicaux et la couverture sur l'ensemble du territoire. Moi, j'aimerais revenir sur mon souhait, parce que M. Vallée a émis le sien, moi, je n'ai pas émis le mien. Si j'avais une baguette magique, là, j'aimerais bien que d'un coup de baguette,
on partage tous une vision commune. Puis je parle pas juste de nous, gestionnaires du réseau de la santé, et de vous, partenaires de la communauté. Je parle aussi de mes intervenants. Parce que quand on vous présente qu'on veut faire avec, qu'on veut accompagner les gens, qu'on veut monter un plan d'intervention avec eux, ben il faut que ça s'applique dans toutes nos activités, dans toutes nos interventions. Fait que moi, mon attente, c'est que chacun de mes employés qui se présente à domicile soit respectueux du milieu de la personne et l'implique dans son plan, dans son projet de vie, puis dans son plan de maintien à domicile. Parce que c'est son domicile. Donc, je suis pas certain actuellement que 100% de mon personnel, puis ils sont merveilleux, là, je veux dire, ils travaillent fort, puis je veux pas les blâmer outre mesure, mais on sait bien que c'est pas tout le monde qui a les mêmes réflexes et les mêmes habitudes. Les sondages nous l'ont montré. On veut que les gens partagent leur plan d'intervention, mais c'est pas toujours animé comme ça. Et moi, mon souhait, ce serait que tout le monde rame dans le même sens. On irait beaucoup plus vite. Karine Rattel du Réseau des aidants naturels d'Autrey. En fait, j'étais en attente de ma question, mais vous avez quand même émis certains constats, soit de travailler en partenariat, puis c'était ça le but de mon intervention. Je pense que le fossé, c'est un peu plus créé, en tout cas de façon plus grande avec la pandémie. J'ai l'impression que le CIS est plus loin des organisations communautaires. On s'assoyait dans une ancienne vie ensemble le plus souvent. On avait noté des choses. On avait des plans de travail qu'on voulait mettre en place et on s'assoit plus ensemble et on a oublié ce plan de travail-là. Donc, je pense qu'on aura tout à faire à se rasseoir plus vite que moins. De dire des choses, c'est une chose, mais de les mettre en application, ben j'aimerais ça qu'on se le rappelle parce que je vais parler pour moi, mais j'ai l'impression que des fois, les intervenants, justement, tu sais, vous parlez plancher, ben je me considère pas comme un partenaire. Fait que des fois, il faudrait peut-être leur rappeler que nous sommes des partenaires et qu'au final, moi, je ne suis pas payée plus cher si j'aide 10, 15, 20 aidants. C'est pas là ma paye. Moi, c'est que je veux m'assurer qu'il y ait moins de détresse à la maison et je veux m'assurer qu'ils finissent chez nous. Mais pour finir chez nous, ben ça prend un travail. Puis ça coûte pas plus cher. C'est ça, quand même, l'ironie de la chose. Monsieur Voyer en parlait ce matin. Juste des fois, la réorganisation, ben le référencement, de se parler, de s'asseoir, de se nommer, de s'appeler, de se voir. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de prendre une journée où je travaille pas, de venir ici. Et j'étais heureuse parce qu'on se voit, on se rappelle ah oui, tu fais ça. Tu sais, on a besoin de ces moments-là. D'ailleurs, je dis merci à Brigitte parce que pour moi, c'est bénéfique aujourd'hui. J'ai l'impression de revivre un peu, de me sortir un peu de mon chez-moi, de mon Zoom. Alors, ça me fait du bien, mais j'aimerais vous rappeler qu'on aimerait ça, de se rasseoir et que vous rappeliez aussi à vos équipes qu'on veut travailler en partenariat. Bien, c'est un souhait qui est partagé. Vous savez, personnellement, c'est ma deuxième rencontre en personne avec des gens de la communauté depuis la COVID. Et j'étais fort heureux de pouvoir être ici aujourd'hui et de voir des gens en personne. Je ne suis pas particulièrement friand des Zooms puis des Teams. Je préfère les rencontres en personne. Mais c'est certain que je fais appel à votre patience et à votre tolérance. On est encore en train de gérer la COVID. Vous savez, dans les premiers mois de cette pandémie-là, je regarde M. Vallée, je regarde mon PDG de l'époque, je regarde tous mes collègues. Des mois et des mois de travail, 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Malheureusement, ça ne laisse pas grand place, des fois, à la concertation et à tout ce qu'on voudrait avancer comme dossier ou qu'on aurait voulu maintenir ou avancer comme dossier. On gérait des crises qui nous apparaissaient de partout. On a été, pendant la première vague, une des régions, sinon, dans les 3 régions les plus touchées de la province en termes de l'ensemble de la communauté. Par contre, nos milieux de vie, mes centres d'hébergement ont connu certaines éclosions, mais on a quand même réussi à contenir. On a travaillé très, 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 très fort, mais malheureusement, on a échappé des choses, dont la concertation, dont les travaux qui étaient en cours avec vos organismes, avec vous. Mais au quotidien, on devait gérer des consignes, de la gestion de matériel, d'équipement. J'ai eu des discussions téléphoniques, des rencontres. Je vois David qui est ici.
les équipements de protection, les jaquettes, les gants, c'était notre quotidien. Là, on devait gérer tout ça en même temps. Des consignes qui changeaient des fois quasi quotidiennement. Donc, c'est certain que ça a eu des contre-coups. On a inventé des choses qui n'existaient pas, des équipes de dépistage mobile, le soutien à domicile. M. Vallée vous l'a expliqué dans sa présentation, s'occupe de la clientèle qui n'est pas en mesure de se déplacer, qui n'est pas en mesure d'aller consommer ses services en ambulatoire. Mais pendant la COVID, c'était peut-être pas indiqué de faire sortir les gens. Donc, on est allé rejoindre des gens qu'on ne dessert pas habituellement. On est allé dépister du personnel et des résidents de milieux de vie dont ce n'était pas notre mandat. On a créé des équipes de dépistage mobile, d'ailleurs la première au Québec. Puis on a développé cette offre de service-là en dedans de quelques jours. On a développé des équipes mobiles de prévention du déconditionnement, des thérapeutes, des physiothérapeutes, des ergos qui ont donné des classes d'exercice dans des milieux de vie pour s'assurer que les gens ne se déconditionnent pas. Donc, il y a différentes choses qu'on a dû gérer, puis ça nous a fait prendre un retard, puis on plaide coupable. Là, c'est certain qu'au niveau communautaire, au niveau des ententes, des partenariats, des échanges qu'on a avec vous, on est en retard et on le sait, mais on partage totalement ce souhait-là de se rasseoir ensemble puis de retravailler ensemble. C'est même pas une question, c'est un congé pour vous. C'est ma déformation d'attaché politique là, pour la question de madame tantôt par rapport aux gens qui n'ont pas de médecin pour renouveler des prescriptions ou signer des papiers, tout ça. Le CIS a mis en place une ligne téléphonique que pour ça. Il faut se rendre à l'option 4, mais normalement, ces médecins-là ont été gardés pour répondre exactement à ce type de questions-là, parce que là, on en avait 3 avec la pandémie. Donc, il y a un numéro de téléphone, je pourrais vous le donner, mais voilà, c'est déjà mis en place là, par le CIS. Je ne sais pas si ça marche. Moi, je ne l'ai pas essayé, mais on fait le numéro de téléphone et on se rend à l'option 4. Puis on va avoir accès. Il y a quelqu'un qui va nous rappeler dans les 24 à 48 heures pour nous donner un rendez-vous. Donc voilà, c'était mon annonce. Aïe, aïe. Oui, parce que là, on dépasse notre temps. Bien, dans le fond, bonjour, Mme Céline, merci de le dire. Moi, je me demandais juste par rapport à... Excusez. Dans le fond, je me demandais, comme là, vous dites, on est allé à domicile, puis tout ça, est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a une compilation un peu de ça, tu sais, un peu pas... sondage, là, mais tu sais, de dire, OK, on est allé rencontrer 30 personnes, parce que là, avant, vous vous déplaciez pour des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Là, on a entré dans la boucle les gens qui pouvaient se déplacer. Fait que, y a-t-il des chiffres? Bien, en temps de pandémie, oui, parce que c'est là où est-ce qu'on est allé du service à domicile, je vais dire, élargi. Est-ce qu'il y a des compilations de données par rapport à ça? Oui. OK. Vite de même, pour vous donner une idée, là, les 2 équipes, on a créé 2 équipes de professionnels. Pendant la pandémie, on a créé 2 équipes de professionnels. Là, ce qui était à la mode, c'était le délestage. Donc, on est allé chercher des gens avec des spécialités un peu partout pour se créer 2 équipes. On a fait le tour des 101 RPA. Donc, pour s'assurer que comme c'était les milieux les plus à risque, puis surtout, on trouvait des gens. Et ça a permis, par exemple, de prévenir des gens. On voyait juste la vaisselle qui s'accumulait, des gens qui n'avaient pas de contact, qui prenaient du temps à répondre à la porte. Bien, les équipes avaient le temps. Fait que ça, toutes les RPA ont fait le tour. On était assez innovants au niveau du Québec au complet avec ces 2 équipes-là. Et c'était les premiers balbutiements des équipes comportementales que je parlais tantôt. Okay. Ça, c'est ça. En termes d'aide dans les blocs appartements, en termes de RPA, en termes de même à domicile, c'est 44 000 heures qu'on a données, qui étaient en dehors de ce que notre... considérant qu'un employé travaille à peu près 1500-1600 heures, c'est 44 000 qu'on a donné durant les phases, les vagues 1, 2 et 3. On est encore aujourd'hui avec des résidents qui sont à domicile, obligés d'être isolés à cause du COVID et qui amènent une incapacité de pouvoir fonctionner. On est encore dans du 24/7, ce qui, des fois, fait en sorte que ces employés-là ne peuvent pas faire d'autres services plus standards. Fait que, tu sais, la courbe épidémiologique dans la Naudière est très stable. On est toujours dans le même nombre de cas. Fait que même si on a l'impression que c'est un peu plus loin le COVID, pour nous, dans les opérations quotidiennes, ça a encore un impact.
Fait que, pour vous donner un idée de grandeur, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Ben, oui, dans le fond, moi, c'était juste de se dire, on peut peut-être se servir de ça pour avoir comme un historique. Si on veut aller plus vers du soin à domicile, de l'aide à domicile, ben, la nouvelle expérience qu'on vient de vivre. Je ne dirais pas qu'on peut tout documenter dans le détail ce qu'on a fait pendant les deux plus grosses crises, disons, de cette pandémie-là. Des fois, on se préoccupait plus de sauver des vies que de documenter. On a également donné des services dans les logements sociaux, les communautés religieuses. Puis à domicile, il s'est passé un phénomène, particulièrement dans la première vague, là, ou même la deuxième, avant les vaccins. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas nous voir. Donc, on a transformé un peu notre offre de service. On a fait beaucoup d'appels et de soutien téléphonique. Puis, en contrepartie, on est allé chez des gens qui auraient été en mesure de se déplacer normalement, qui avaient une voiture, qui était capable d'être accompagnée en centre ambulatoire. On est allé à la maison pour réduire le risque pour eux. Fait que, mais ça, ces services-là peuvent être documentés parce que c'est tout dans nos statistiques, dans nos systèmes. Même temps, c'est ça, des fois, c'est pas tant d'avoir des documents très, très exhaustifs, mais juste d'avoir une petite réalité. Avec l'infirmière en milieu rural qu'on a dans la MRC de Joliette, on a dans les premiers moments, c'est ça, arrêté le service. Après ça, on est allé à domicile, puis c'est ça. Fait que je pense qu'on n'a pas fini de voir les post-mortem de cette aventure-là. Là, on va avoir beaucoup de rapports et on va décortiquer beaucoup de données dans les prochains mois aussi. Mais je préfère reprendre nos activités, notre concertation en premier lieu, puis après, en parallèle, on pourra essayer de documenter. Merci beaucoup.